Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous préviens, on va laisser de côté les cristaux, les fossiles. On va voir un peu plus grand, on va open son mind. On va parler de tectonique des plaques. Et comme il y a pas mal de choses à dire, on va faire ça en 2 vidéos, en 2 parties. Un des tout premiers qui va s'intéresser à ça, c'est le cartographe belge Abraham Ortelius. En 1596, il remarque que les bordures ouest et est de l'océan Atlantique semblent s'articuler, s'emboîter, comme si quelque chose avait arraché les continents pour avoir d'un côté à l'ouest les Amériques et à l'est l'Eurasie et l'Afrique. Serait-ce Moïse qui aurait ouvert l'Atlantique en 2 pour s'entraîner avant de se faire la mer Rouge? Non, Ortelius il pense que c'est des séismes et des inondations qui sont à l'origine de ça. À partir des années 1850, l'idée est reprise et devient petit à petit l'idée dominante. En 1858, Antonio Snyder Pellegrini y publie La création et ses mystères dévoilés. Il reprend les idées de Ortelius et il appuie ça avec des séismes historiques. Le séisme du 6 octobre 1737 au Kamtchatka, le séisme du 2 octobre 1746 au Pérou et le séisme du 1er novembre 1755 à Lisbonne. Par contre, Snyder Pellegrini, il est créationniste. Donc dans la dérive des continents, il inclut le déluge, mais aussi l'île de l'Atlantide. Et le tout aurait été créé par Dieu. 5 ans plus tard, en 1863, le géologue et minéralogiste américain James Dwight Dana, de la tribu de Dana, il écrit dans son livre Manuel de géologie, la forme générale des continents et des océans a été définie dans les tout premiers temps. C'est prouvé pour l'Amérique du Nord d'après la position et la répartition des premiers dépôts sédimentaires du Silurien, et on pourra aussi vraisemblablement le prouver pour les autres continents. Alors là, c'est intéressant parce que non seulement il reprend les idées de ses prédécesseurs, mais en plus, il corrèle ça à des objets géologiques qui sont observables, étudiables, et qu'on peut âger en plus grâce aux fossiles qu'on trouve dedans. En 1872, Charles Lyell, qui est un géologue écossais ultra pote de Darwin, il écrit dans son livre « Principes de géologie », les continents donc, bien que permanents durant des périodes géologiques entières, changent complètement de position au cours des âges. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la théorie de la dérive des continents qui commence à avoir pourtant le vent en poupe. Par exemple, Alfred Russel Wallace, connu pour ses travaux sur l'évolution, en 1889 il dit grosso modo que c'est une idée vieille et dépassée. Je cite, « C'était autrefois une croyance très générale, même parmi les géologues, que les grandes caractéristiques de la surface de la Terre, tout comme les plus petites, étaient sujettes à des mutations continuelles et qu'au cours des temps géologiques, les continents et les grands océans avaient encore et encore changé de place les uns avec les autres. » Voilà, pour lui, l'hypothèse de la dérive des continents, elle est complètement dépassée. Il a pas dit et fait que des trucs bien, le Wallace. Bon, je vais pas faire la liste de tous les scientifiques, mais ils vont être de plus en plus nombreux à adhérer à l'idée que, à la base, il y avait un seul gros continent et que, au fil du temps, il a éclaté pour obtenir la disposition et les continents qu'on a aujourd'hui. Mais il y a quand même un scientifique sur lequel il faut qu'on s'arrête 2 secondes, c'est le géologue autrichien Eduard Suess. En 1862, il quitte son poste au musée impérial de Vienne, où il étudie les brachiopodes, pour se consacrer à l'enseignement et à la recherche. Il s'intéresse aux liens entre l'Afrique et l'Europe, et finalement, il arrive à 2 conclusions. Il y avait une mer autrefois à la place des Alpes, dont la Méditerranée en est un vestige, c'est la mer Tétis. Et l'autre constat, c'est que l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Inde étaient collées en un seul continent, car on retrouve une plante fossile qui s'appelle Glossopteris sur les 3 continents. Il nomme pour la première fois cet ancien supercontinent disparu, qu'il appelle du coup le Gondwanaland, et au final ça sera raccourci en Gondwana, qui est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais il va falloir attendre 50 ans avant que le boss, le pape, le king de la tectonique fasse son entrée, et ce type, c'est Alfred Wegener. Le 6 janvier 1912, Alfred Wegener, qui est astronome et météorologue, il expose dans une conférence à la Société géologique de Francfort ce qu'il appelle les translations horizontales des continents. Il met son hypothèse par écrit en 1915 dans un livre qui s'appelle La genèse des continents et des océans, qui sera réédité plusieurs fois, plein de fois. Wegener reprend les arguments de ses prédécesseurs, donc les contours ouest et est de l'océan Atlantique qui coïncident, les fossiles de la plante Glossopteris qui sont répartis dans des pays aujourd'hui éloignés les uns des autres, mais il ajoute cependant de nouveaux arguments.
Des arguments géologiques d'abord, comme des roches dont l'âge et la nature sont similaires de part et d'autre de l'océan Atlantique, des chaînes de montagnes qui sont souvent en bordure des continents, comme les Andes ou les Alpes, des arguments paléontologiques. Jusqu'au début du Mésozoïque, on retrouve à peu près les mêmes fossiles, surtout dans l'hémisphère sud. Il prend donc les travaux d'Eduard Suess sur la répartition de la fougère Glossopteris et y ajoute d'autres fossiles comme Sinognathus, le Lystrosaurus ou Mesosaurus. Il rajoute aussi des arguments paléoclimatiques. On retrouve par exemple des thyllites, des roches qui sont faites par la compaction de sable et de cailloux raclés par des glaciers. Ces thyllites, elles sont âgées du Carbonifère et on les retrouve au sud de l'Afrique et de l'Australie. Donc fut un temps, l'Afrique et l'Australie étaient assez au sud pour qu'ils soient en partie recouverts de glaciers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Wegener en conclut qu'il y avait à cette époque-là un seul continent qu'il appelle la Pangée, littéralement toutes les terres en grec, et il était entouré d'un unique océan, le Panthalassa, littéralement toutes les mers, Thalassa la mer. Il donne un nom à son hypothèse que les continents bougent, il appelle ça la dérive des continents. Mais le problème, c'est que quand les géologues de l'époque lui demandent c'est quoi le moteur qui fait bouger les continents, Wegener il est incapable de répondre, parce qu'il en sait rien. À l'époque, on pense que les parties internes de la Terre, elles sont dures et figées. Wegener, il essaye bien de proposer que ce soit la Lune qui attire les continents, comme elle attire les océans et provoque les marées. Cette idée lui donne un nom aussi, c'est ce qu'on appelle les marées continentales. Sauf que la communauté scientifique, elle est pas trop d'accord et elle va le torpiller, elle va le déglinguer. Par exemple, il y a le géophysicien Harold Jeffrey qui va se faire un plaisir de démontrer publiquement devant lui et tout le monde que la Lune ne peut pas faire bouger les continents. D'autres scientifiques vont dire que c'est juste par hasard si on retrouve des roches et des fossiles identiques de part et d'autre de l'océan Atlantique. En vrai, il y avait une très grosse part de mauvaise foi, parce qu'en fait les géologues avaient juste grave les boules qu'un météorologue trouve ça, et pas eux, qui pourtant étaient spécialistes de la structure de la Terre. Du coup, tous les motifs étaient bons pour le plomber, lui et son hypothèse, quoi. Face à cette marée de scientifiques fixistes qu'on appelle les anti-movibilistes, Wegener y trouve quand même un peu de soutien. Par exemple, il y a le sud-africain Alexandre Dutoit qui voit des roches similaires en Amérique du Sud et en Afrique. Ou encore l'écossais Arthur Holmes qui bosse sur la radioactivité et qui propose un lien entre radioactivité et mouvement des continents. Mais c'est surtout après la mort tragique de Alfred Wegener au Groenland en 1930 que la dérive des continents va s'implanter comme l'hypothèse qui fonctionne avec le naturaliste français René Janel qui en 1940, dans son livre La genèse des faunes terrestres, explique « Seule l'hypothèse de Wegener peut expliquer la distribution actuelle des lignées. Par lignée, il faut comprendre les grands groupes, les grandes familles d'animaux, de plantes, de champignons. Comme c'est le cas pour beaucoup d'avancées scientifiques, c'est la guerre qui va permettre de faire un bond technologique et scientifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'exploration des océans est un enjeu stratégique. Connaître les fonds marins, c'est savoir où il y a les mines, savoir où il y a les sous-marins alliés, où il y a les sous-marins ennemis, c'est s'assurer la victoire. Avec des sous-marins et des bateaux équipés de sonars, de nombreux pays vont sonder et cartographier les fonds marins de leur propre territoire. Même si la majeure partie des pays vont garder les données pour eux, certains scientifiques comme Maurice Ewing vont quand même partager une partie des informations à des fins scientifiques. Et là, constat, le monde apprend que sous la surface de l'eau, il y a une chaîne de montagnes de 50 000 km de long au beau milieu de l'océan Atlantique. Cette grande chaîne de montagnes sous-marines, c'est ce qu'on appelle une dorsale. Les campagnes océaniques mettent aussi en évidence des séismes et des éruptions volcaniques sous-marines. Cette chaîne de montagnes, elle évolue au fil du temps, elle est active. En 1952, l'océanographe américaine Mary Tarps, elle remarque qu'au sommet de cette chaîne de montagnes, il y a une vallée qui suit le sommet de la chaîne de montagnes dans toute sa longueur. Elle en conclut que c'est ici que la croûte terrestre est générée et que la roche se forme. Mais être une femme scientifique à l'époque, c'était pas la joie. Être une femme tout court à l'époque, c'était pas la joie. Le géologue Bruce Eisen, par exemple, il va lui dire que sa théorie, c'est, je cite, un truc de gonzesse. Parce que c'est bien connu, hein, les collisions continentales, c'est pour les bonhommes, et les dorsales océaniques, c'est pour les femmes. Sauf que Maurice Ewing, tel le chevalier noir, il arrive, il pose sa paire de baloches sur la table, et il dit que c'est Tarp qui a très probablement raison. Bon, Eisen, il les a un peu là, hein, du fait de pas être soutenu, mais en même temps, tous les séismes et toutes les éruptions volcaniques que Ewing il a mesurées coïncident avec le tracé de la chaîne de montagne et le tracé de la vallée qu'il y aurait au sommet.
Bruce Eisen, il se dit que finalement, s'il mettait sa remarque sexiste de côté, c'était pas si con que ça ce qu'a proposé TARP. Sauf que du coup, si la croûte terrestre allait générer au niveau des dorsales en continu au fil du temps, il doit y avoir de plus en plus de croûtes terrestres. S'il y a de plus en plus de croûtes terrestres, la Terre elle est censée gonfler comme un ballon. Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est ce que proposent Eisen et d'autres scientifiques, et cette hypothèse, ils appellent ça l'expansion terrestre. L'idée que la Terre elle gonfle comme ça au fil des temps géologiques, ça peut faire rigoler, hein, mais dites-vous que même aujourd'hui, il y a encore des irréductibles gaulois qui croient encore et toujours en cette histoire. C'est le cas par exemple de Neil Adams. Vous connaissez pas Neil Adams? Fief et malandrin. Neil Adams, c'est un dessinateur de comics. Il a bossé pour Marvel, il a bossé pour DC Comics. Alors là, vous vous dites, c'est quoi le rapport avec la Terre qui gonfle? J'y arrive. Ce gars, il est tellement persuadé que la Terre est gonfle comme un ballon qu'il en a fait un documentaire et toute une tripotée de vidéos que vous pouvez trouver bien sûr sur sa chaîne YouTube. Il y fait des démonstrations, il nous montre les preuves véritables de la vérité. Et puis parce que c'est connu hein, que la science se fait sur YouTube et pas dans une revue scientifique. Bon, pour faire simple, c'est le Jacques Grimaud de la tectonique des plaques. Petite anecdote assez sympa, il y a un ennemi des 4 fantastiques qui s'appelle Alden Mass. Et Alden Mass, c'est un anagramme de Neil Adams. Et en fait, c'est un clin d'œil parce que ce méchant des 4 fantastiques, il pense lui aussi que la tectonique des plaques est causée par un gonflement de la Terre. Le gars, il a réussi à mettre son idée dans des comics Marvel. Voilà, je sais pas quoi en penser. C'est triste quand même un peu. En 1958 et en 1961, il y a 2 océanographes, Ron Mason et Arthur Raff, qui plantent le clou hein, et qui appuient Ewing et TARPS. Ils découvrent de part et d'autre de la dorsale des anomalies magnétiques dans les roches. Des anomalies magnétiques? Ne vous inquiétez pas. En fait, ça a l'air compliqué, mais c'est super simple. La Terre, elle est entourée d'un champ magnétique, le champ magnétique terrestre, avec le pôle magnétique nord et le pôle magnétique sud. Si vous utilisez une boussole, voilà, les aiguilles s'orientent par rapport au champ magnétique terrestre. Quand une roche se forme, elle enregistre le champ magnétique qui est en place à ce moment-là sur Terre. La croûte s'étend ensuite de chaque côté, et quand le champ magnétique s'inverse au fil du temps, eh ben, le changement il va s'enregistrer dans les roches, dans les nouvelles roches qui viennent de se former, et donc dans la croûte. Donc si on part de la dorsale et qu'on s'éloigne de la dorsale et qu'on regarde le champ magnétique enregistré dans les roches, eh ben, on peut suivre ces changements au cours du temps. Le géophysicien Drummond Matthews et son étudiant Frederick Vine, ils vont nommer cette disposition de roche en peau de zèbre. Et c'est vrai que quand on regarde vue de l'espace, qu'on met en évidence les changements du champ magnétique, c'est vrai que c'est assez visuel. Les anomalies magnétiques de la croûte terrestre, ça va être le dernier argument qui va valider l'idée que les continents s'éloignent parce que la croûte sur laquelle reposent les continents s'agrandit au niveau des dorsales. C'est un peu comme s'il y avait un double tapis roulant dans le manteau, donc sous la dorsale, sous la croûte, qui fait que ce double tapis roulant, il écarte les plaques petit à petit. Ce modèle, il trouve un nom en 1962 avec Harry Hess, c'est le modèle d'expansion océanique. Mais s'il y a un endroit où la croûte terrestre elle est générée et que la planète ne grossit pas, ça veut dire qu'il y a autant de croûte terrestre qui est détruite quelque part. Et ce quelque part, on va voir ça, mais dans la partie 2. On s'arrête ici. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge si c'est pas le cas. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche pour rien rater. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo. Salut!